4 sœurs. 4 mariages. 4 enfants. Un seul père. Dans un village où l'on respecte les pères plus que la vérité, elles ont été blessées par celui qui aurait dû les protéger. Il entrait dans leur chambre la nuit. Il priait le jour. Et personne ne voulait voir. Quand la vérité éclate, il est trop tard. Trop tard pour Daba. Trop tard pour l'innocence. Mais pas trop tard pour dire, ça suffit. Une histoire tragique et vraie dans trop de foyers. Un cri contre le silence. Un témoignage d'amour entre sœurs. Et d'héritage à ne plus transmettre. Les mariages de la honte. Le village d'Eloum était paisible. Trop paisible. On disait que là-bas, les filles ne levaient jamais la voix, et que les pères régnaient comme des chefs de clan. Aïcha, l'aînée, fut la première à se marier. Puis Néné, 1 an plus tard. Ensuite Fari. Et enfin Daba, la plus jeune, celle qui riait encore aux papillons. Chaque mariage fut célébré en grande pompe. Le père, Malal, souriait fièrement, offrant des festins et des discours pleins de bénédictions. Les villageois disaient que c'était un homme béni. Il priait fort. Il parlait peu. Mais au bout de quelques mois, une rumeur commença à glisser entre les feuilles du manguier. Aïcha est malade. Gravement. Puis ce fut Néné. Puis Fari. Et enfin, Daba. Les médecins ne comprenaient pas. Les maris étaient sains. Mais les 4 sœurs portaient le même mal. Un mal qui détruit le corps de l'intérieur. Lentement. Sans bruit. On parla de malédiction. On parla de sorcellerie. Mais une femme, une sage-femme, osa murmurer. Ce n'est pas la nuit qu'il faut accuser, mais ceux qui y marchent sans lumière. Le silence de la mère. Kadé, leur mère, vivait dans la même maison que ses filles. Elle avait les mains usées, le visage fermé, le dos courbé par des années de soumission. Jamais on ne l'avait entendu parler fort. Pas même pour ses enfants. Depuis que ses filles tombaient malades l'une après l'autre, Kadé priait. Longtemps. Toute la nuit parfois. Mais elle ne posait jamais de questions. Daba, la plus jeune, lui avait dit un jour. « Maman, pourquoi tu ne fais rien ?» Kadé n'avait rien répondu. Juste baissé la tête, en murmurant. « Je vous avais interdit de dormir les portes ouvertes ?» Daba n'avait pas compris. Pas encore. Mais cette nuit-là, elle décida de ne plus fermer l'œil. Et quand la lune fut haute, elle entendit des pas. Lents, précis, habitués. Elle entendit la porte de la chambre de Fari. Puis celle de Néné. Puis, un soir, la sienne. Ce qu'elle vit ce soir-là, elle ne put jamais le raconter entièrement. Mais elle écrivit. Et elle cacha le carnet sous la natte. Le carnet de Daba. Daba ne parlait plus. Depuis plusieurs jours, elle restait allongée, les yeux ouverts, fixant le plafond de boue séchée. Ses sœurs croyaient à une fatigue, à un mal de cœur. Mais elle écrivait. Quand personne ne regardait, quand la maison dormait. Dans un petit carnet à la couverture bleue, elle traçait les mots avec lenteur, comme s'il lui brûlait les doigts. Je ne veux pas mourir comme elle. Je ne veux pas me taire. Il vient la nuit. Il ouvre les portes sans bruit. Il croit que je dors. Je l'ai vu. Il s'est penché sur Néné. Elle pleurait sans bruit. J'ai eu envie de hurler. Mais maman priait dans l'autre pièce. Elle entendait. Elle savait. Je ne comprends pas comment on peut laisser faire ça à ses propres enfants. Elle écrit aussi. Je pense que c'est lui. Que c'est notre propre père. Et je crois que les enfants dans nos ventres sont les siens. Elle a dessiné 4 petites silhouettes sur une page, avec une flèche vers un seul nom. Malal. Le jour où Daba meurt, Fari trouve le carnet. Elle le lit. Elle tombe à genoux. Et pour la première fois, une sœur hurle. Le secret au grand jour. Quand Fari crie, ce n'est pas un cri de douleur. C'est un cri qu'on n'avait jamais entendu dans cette maison. Un cri long, déchirant, qui traverse les murs comme un coup de feu dans une mosquée. Les voisines accourent. Kadé, la mère, se fige dans l'embrasure de la porte. El Hadj Malal, lui, descend lentement de l'étage, les sourcils froncés, le regard dur. Fari tient le carnet dans ses mains, tremblante. Elle le lève. Elle le lit à voix haute. Une page. 2. 3. Le silence devient un tribunal. Kadé ferme les yeux. Et Malal, pour la première fois, recule. Quelqu'un crie dans la foule. Est-ce vrai? Est-ce toi? Mais il ne répond pas. Il ne nie pas. Il regarde Fari. Et dans ses yeux, il n'y a ni colère, ni honte. Juste ce froid qu'on reconnaît chez ceux qui n'aiment rien. Les sœurs tombent l'une après l'autre, comme des piliers brisés. Néné s'évanouit. Aïcha vomit du sang. Et dans la foule, les maris, les voisins, les amis regardent, sans comprendre. Le chef du village s'avance. Il demande à voir les enfants. Il demande des tests. Il veut des preuves. Elles arrivent. Et les résultats confirment ce que le carnet avait déjà gravé à l'encre du cauchemar. Les 4 enfants portent le même sang. Le même père. Et ce n'est aucun des époux.
Le jugement des vivants. Le lendemain, le village d'Elum se tait. Les rues sont vides. Les femmes ne chantent plus. Les hommes ne rient plus. Dans la grande place, une foule s'est formée. On y a dressé un cercle de pierre. Et au centre, une chaise vide. Malal n'est pas là. Le chef du village, les anciens, les imams et les notables sont réunis. Tous ont lu le carnet. Tous ont vu l'épreuve. Mais le silence est lourd. Car juger un père, un chef, un homme de prière, c'est juger toute une communauté. Kadé, la mère, arrive la première. Elle tient les 4 enfants par la main. Ils ne parlent pas. Le plus petit porte une cicatrice étrange au bras. Fari, Néné et Aïcha marchent lentement, amaigris, mais debout. Fari parle. Elle raconte. Elle n'épargne rien. Puis elle lève les yeux et dit. Il nous a donné la vie. Puis il a volé ce qu'elle avait de plus pur. Un cri monte de la foule. Où est-il? Et soudain, un jeune berger court dans la place. Il halète, il montre le fleuve. Malal a été retrouvé au bord de l'eau. Le corps froid, les poches pleines de pierres. Certains disent qu'il s'est suicidé. D'autres disent que le fleuve l'a réclamé. Mais ce jour-là, personne n'a pleuré. Pas même Kadé. Le sang ne ment jamais. Le corps de Malal est enterré à l'écart du cimetière, loin des justes. Une tombe sans pierre, sans prière, sans adieu. Dans la maison désormais silencieuse, les 4 sœurs vivent avec leurs enfants. Ils portent son sang. Mais pas son nom. Aïcha ne parle plus. Elle passe ses journées à regarder par la fenêtre. Néné est malade. Son corps ne tient plus. Fari, elle, s'occupe des enfants. Daba n'est plus là. Mais sa voix reste dans chaque pièce, dans chaque page du carnet bleu posé près du Coran. Le village, lui, regarde de loin. Certains disent que la maison est maudite. D'autres murmurent qu'elles ont menti, même après l'épreuve. Mais tous savent. Et tous se taisent. Un jour, un des enfants tombe malade. Les médecins disent que le sang porte la mémoire. Que le mal du père se transmet. Que ce n'est pas une simple infection, mais une histoire gravée dans la chair. Fari serre son fils contre elle. Elle lui murmure. Tu n'es pas ton père. Tu es l'avenir. Mais n'oublie jamais ce qu'on a dû survivre. Et dans le carnet, une dernière phrase écrite par Daba, retrouvée au fond d'une page. Le sang ne ment jamais. Mais l'amour peut tout réparer. S'il ose naître. Les enfants du silence. Les années passent. Les enfants grandissent dans cette maison où les murs ont tout entendu. Ils vont à l'école, jouent ensemble, rient parfois. Mais il y a des silences qu'ils n'arrivent pas à nommer. Des regards que les adultes évitent. Des questions qu'on ne leur répond jamais vraiment. Un jour, le fils de Néné demande. Pourquoi personne ne vient à nos anniversaires? Fari sourit tristement. Elle répond doucement. Parce que tu viens d'un lieu que beaucoup refusent de regarder. Ils n'ont pas choisi ce qu'ils portent. Mais ils le portent quand même. Chaque enfant a un morceau du carnet bleu. Une page déchirée, pliée, cachée sous leur oreiller. Le carnet de Daba est devenu un testament. Un héritage. Pas pour maudire. Mais pour que jamais on oublie. Un jour, le plus grand des enfants prend la parole à l'école. Il lit sa page. Il raconte l'histoire de ses mères, de la douleur, de l'oubli. Et ce jour-là, pour la première fois, le village d'Elum écoute. Pas pour juger. Mais pour apprendre. Et peut-être, pour commencer à réparer. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir. Abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus. Mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.